Bonjour braves gens, aujourd'hui nous sommes le 11 septembre 2020. Il y a exactement 20 ans, 4 avions en provenance de 2 aéroports de New York ont été détournés pour s'écraser, 2 d'entre eux quelques dizaines de minutes plus tard dans les 2 tours jumelles du World Trade Center. Un troisième avion s'était écrasé dans le Pentagone et un quatrième avion dans une forêt en Pennsylvanie. La commission d'enquête sur les attentats du 11 septembre 2001 a conclu que 19 des terroristes en question, dont l'identité a été très rapidement retrouvée, étaient responsables de ces détournements. L'un, le 20e, a été arrêté avant qu'il puisse passer les barrières de l'aéroport des contrôles des douanes. Et en fait, le quatrième avion se serait écrasé en Pennsylvanie suite à des affrontements entre les passagers de l'avion et les pirates de l'air dans le cockpit. Jamais le rapport de cette commission n'a remis en question le fait que le même jour du 11 septembre, une troisième tour s'est effondrée sur sa base comme les 2 tours jumelles. C'était la tour 7 du complexe du World Trade Center. On n'a jamais expliqué, d'ailleurs ils ne se sont jamais penchés sur cette question, comment se fait-il que cette tour se soit effondrée sur sa base? Comment se fait-il que l'identité de au moins 9, si ce n'est plus, des terroristes en question avait été usurpée, puisque beaucoup de personnes se sont donc manifestées après le 11 septembre en disant mais vous donnez tel nom et en fait voilà je suis en vie, j'habite en Tunisie, etc. Donc les personnes, c'était des identités usurpées. La commission officielle n'a jamais remis en question ces identités. Et en fait, la disparition du quatrième vol en pleine forêt de Pennsylvanie n'a pas été plus éclaircie que cela, sachant que très probablement des avions d'interception étaient à sa poursuite et que la seule façon d'intercepter un avion dont on sait que les 3 autres détournés se sont écrasés dans les bâtiments officiels, c'était justement d'envoyer un missile air-air et donc d'abattre cet avion. En gros, vous sous-pesez le nombre de victimes qui sont donc les personnes innocentes dans l'avion contre le nombre de victimes que vous pouvez éviter. Or, cette hypothèse n'a jamais été prise en compte non plus par les versions officielles. Suite à cela, on a beaucoup parlé des complotistes. En anglais, les conspiracy theorists. Mais il faut d'abord comprendre que ce terme, conspiracy theory, était pris pour théorie du complot. Au XIXe siècle, c'était un terme qui était utilisé dans la littérature, notamment dans la littérature spécialiste des historiens.
puisque, par exemple, on peut remonter à l'assassinat de Abraham Lincoln ou à d'autres histoires similaires, comme l'assassinat de Henri IV par le soi-disant Ravaillac. Il y a aujourd'hui des historiens qui avancent des théories différentes, des thèses, selon lesquelles, par exemple, le duc d'Étampes aurait été impliqué. Alors cette thèse-là, elle est assez déjà ancienne, mais d'autres théories qui mettent en cause l'implication de l'une ou l'autre un ou l'autre personnage historique. La version définitive, il est probable qu'on n'aura jamais la réponse sur la question est-ce que Henri IV est-ce qu'il y a eu un complot qui a été fomenté contre Henri IV. On peut simplement, comme on dit en termes criminalistiques, évoquer un faisceau de présomption. Voilà. Est-ce que par exemple ce Ravaillac a été manipulé lui-même? C'est aussi une version qui a été avancée par certains historiens. Vous voyez, quand on parle d'un assassinat d'un personnage historique qui remonte à un certain temps, finalement, cela ne choque personne que l'on évoque des théories du complot. Cette histoire de théorie du complot a été remise au goût du jour, notamment au lendemain de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy le 23 novembre 1963. Et c'était la Warren Commission qui avait fait un rapport qui avait été beaucoup remis en cause, d'ailleurs par un procureur à l'époque qui s'appelait Jim Garrison, qui lui voyait derrière l'assassinat de JFK, entre autres, un complot impliquant des membres de l'extrême droite du sud des États-Unis, notamment des anciens généraux à la retraite, et puis main dans la main avec la pègre locale, donc par exemple la pègre new-yorkaise. Voilà ce qu'il en est. Donc, est-ce que on peut dire que pour autant les gens qui avancent ces théories sont des complotistes? C'est toute la question. C'est-à-dire que a-t-on le droit de discuter d'une version officielle, d'une version historique? Et sur quel fondement se base-t-on? Est-ce que les gens qui contestent une version sont-ils pour autant, on va dire, des paranos, quoi? Eh bien, au lendemain du 11 septembre 2001, vous pouvez imaginer qu'il y a eu floraison par exemple, de vidéos qui ont été postées sur Internet, qui avançaient des théories plus ou moins complotistes, justement, des théories du complot, sur les attentats, sur la responsabilité des attentats. Alors, bien entendu, il va de soi que toutes les théories ne sont pas valables, ou ne sont pas validables. Mais elles méritent au moins le fait d'être analysées. Puisque la version officielle, celle de la commission Keane, en 2003, est très lacunaire. 2003-2004 est très lacunaire. Puisque aucune réponse n'a été apportée sur l'effondrement du bâtiment 7 du World Trade Center. Aucune réponse n'a été de façon satisfaisante apportée sur la chute du 4e avion détourné en Pennsylvanie. Et aucune réponse, par exemple, n'a été apportée sur l'identité réelle des pirates de l'air. Et pourtant, ça a des implications, par exemple, ne serait-ce que sur l'identité des pirates de l'air, puisqu'on est allé donc assez rapidement revendiquer que c'était
Al-Qaïda, dont le personnage charismatique Oussama Bin Laden, qui était responsable de ces attentats. Et ça a déclenché une guerre avec l'Afghanistan, etc. Et on connaît les suites à l'heure actuelle. Mais a-t-on vérifié les faits? J'espère que oui. Mais on a le droit aussi, on est en droit de se poser la question. Il y a je connais un certain nombre de livres, par exemple Monsieur Éric Laurent, qui a écrit un livre sur la face cachée du 11 septembre, qui lui apporte une autre hypothèse. Il ne dit pas que les Afghans, le régime du Mollah Omar, aient été étrangers à Al-Qaïda, aient été étrangers à cette histoire. Mais il y a d'autres implications, notamment donc l'ancien chef des services secrets pakistanais et des militaires, et notamment des personnes très très proches de la famille royale saoudienne, dont le chef des services secrets saoudiens. Quand on connaît le passif de Osama Bin Laden, qui était lui-même issu d'une famille très très proche de la famille royale, son père est celui qui a dirigé les travaux sous commande de la famille saoudienne pour agrandir la Mecque. C'est une famille où ils sont très très nombreux, il y a une très très nombreuse fratrie. Et Oussama Bin Laden était en contact avec la CIA et était en contact avec les services secrets saoudiens avant qu'ils partent en Afghanistan et qu'ils se retournent. Donc c'est le chien qui mord la main de son maître, l'histoire d'Osama Bin Laden. Là-dessus, il y a des faits maintenant, c'est connu. Quand vous avez des cadavres dans les placards, vous n'avez pas forcément intérêt à ce qu'on regarde dans tous les recoins de votre maison. D'accord? Donc, par rapport aux théories du complot, je dirais qu'il est normal d'évoquer les théories du complot. Toutes ne sont pas validables. Mais au moins, les théories du complot, parmi elles les plus sérieuses, peuvent mériter un examen plus détaillé. Et les théories officielles ne sont pas forcément les théories les plus validables non plus. Voilà, ça c'est pour apporter une petite précision, parce que actuellement, dès que on émet une opinion qui diverge des opinions officielles, on se fait tout de suite taxer de complotisme. Et c'est très dangereux, cette confusion, cette collusion qui est faite automatiquement entre théorie du complot, qui est une chose, je dirais, qui est absolument normale, dans des cas qui sont très difficilement éclairés, du style assassinat d'un président, par exemple, du style un événement qui semble complexe avec des multiples composantes, comme les attentats du 11 septembre. Et puis, le fait d'émettre ces théories-là, pourquoi pas, et puis, ou des théories, parce que c'est des théories qui sont très divergentes. Par exemple, de dire que peut-être un F-15 ou un F-16 ou un F-17 a abattu le 4e avion. Ça ne fait pas de vous une personne paranoïaque qui pense que le gouvernement Bush avait fomenté un attentat contre ce propre pays. Vous voyez, ce sont deux choses différentes quand même, très différentes. Par contre, il va de soi que si l'US Air Force avait de fait peut-être abattu un avion civil pour préserver des intérêts plus importants, plus stratégiques, puisqu'on disait que le Capitole était visé, peut-être la Maison Blanche. Donc il va de soi que cette information aurait pu, au moment où la nation
étaient sous le choc aurait pu traumatiser les gens et par exemple les familles des victimes. Ce qui est tout à fait compréhensible d'ailleurs. Vous voyez ? Et actuellement, nous nous retrouvons face à une situation similaire. Beaucoup de gens, en Allemagne notamment, mais pas seulement, à Londres, à Ottawa, ont manifesté contre les mesures prises par les gouvernements dans cet épisode du Covid, parce qu'ils les trouvent déplacés, démesurés, qu'on a très très facilement et très allègrement sacrifié les libertés individuelles et fondamentales pour une espèce de, je dirais, de dictature sanitaire, et que cela pose beaucoup de questions, parce que c'est un phénomène que moi en tout cas je peux observer avec des médias mainstream qui relayent une information très parcellaire et très partiale, que ce soit en Allemagne, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit au Québec, que ce soit dans beaucoup de pays, on a à peu près affaire au même phénomène, avec des personnes officielles, des gens qui sont plus ou moins proches du gouvernement, des conseils de scientifiques qui sont très bizarrement définis. Par exemple, en Espagne, il s'est avéré que le fameux conseil de scientifiques qui aurait proposé au gouvernement espagnol toutes les mesures de confinement, de restriction, etc. Et là, c'est reparti de plus belle, puisqu'en Espagne, ils ont soi-disant une seconde vague avec un nombre de cas qui part de façon exponentielle. Eh bien, ce conseil scientifique est inexistant. Il y a une personne qui est considérée comme un référent, et puis c'est tout. À l'encontre de beaucoup de spécialistes qui ont des voix, bien sûr, dissonantes. Et on observe ce phénomène en Allemagne, avec des professeurs, non des moindres, le professeur Bagdi, qui n'est pas invité sur les plateaux officiels, qui n'est pas invité par les autorités officielles à parler. Or, lui étant une autorité compétente, parmi d'autres, bien sûr, en face de lui, on va retrouver le professeur Drosten qui travaille pour le Robert Koch Institute, mais on a quand même bon nombre de spécialistes qui ont des voix dissonantes, mais on ne les écoute pas. Et c'est pareil en France, vous connaissez bien la situation. Inutile de vous faire le tableau avec professeur Christian Perron d'un côté, qui a été quand même président du conseil Haut Conseil pour la santé publique pendant 15 ans, hein, et puis le professeur Didier Raoult, et puis en face de lui, des personnages qui viennent le décrier, qui viennent décrier ces gens, en les traitant de charlatans, en les traitant de complotistes aussi, etc., etc. Ça devient un phénomène généralisé. Et tous les gens, les centaines de milliers de personnes qui sont venues manifester à Berlin, on les a traités de complotistes, d'extrémistes, ésotériques, etc., etc., etc. Alors, j'ai trouvé que c'était aujourd'hui la bonne occasion, puisque nous sommes le 11 septembre 2020, pour vous rafraîchir la mémoire et puis pour vous montrer 2-3 choses que les médias mainstream ne vont pas vous montrer et qui vont vous amener à vous poser des questions. Alors en disant cela, ça ne veut pas dire que j'ai une réponse moi, mais j'ai mes propres questions et je peux vous avouer qu'elles sont très grandes. J'ai ici copié et imprimé la couverture de trois couvertures du journal The Economist, qui a été publié. Donc c'est un journal qui est un des journaux de référence pour les milieux de la finance, notamment aux États-Unis. On peut considérer que tout Wall Street consulte l'Économiste. C'est un journal très, très influent, très bien informé. Et en général, je ne suis pas un spécialiste du tout, mais c'est un journal qui est très bien fait. Et The Economist fait une revue particulière pour les fins d'année et pour donner des pronostics pour l'année suivante, l'année en cours. Et donc là, il y a la page de garde, hein, donc de ces revues, la couverture. Et donc voici la revue qui a été publiée fin 2016 pour l'année 2017.
The World in 2017. Je ne sais pas si vous voyez, mais donc, en plus, ce sont des artistes qui sont très talentueux, qui font ces illustrations. Et vous voyez une tour, vous voyez Donald Trump assis sur le monde en tant que juge. Vous voyez par exemple l'ermite avec un certain nombre de personnes qui manifestent dans une espèce de vallée. Vous avez une espèce de magicien là qui produit, on pourrait interpréter ça comme des doses de vaccin. Bien sûr, c'est une interprétation que je fais. Là, vous avez un chevalier de l'Apocalypse. Là, vous avez une espèce de roue de la fortune avec des économistes, justement, des financiers qui sont pris dans cette roue de la fortune. Vous avez encore une constellation stellaire et vous avez le monde avec, vous voyez, en fait, des institutions, une pyramide, une banque, des temples, donc comme des banques, des temples, donc un côté cultuel, la Bible d'un côté, on pourrait interpréter par des livres. Alors c'est un peu pixelé parce que j'ai fait moi-même donc un téléchargement et j'ai imprimé ça à la va-vite. Mais enfin, on comprend bien ce qui se passe. Donc vous avez des gens qui manifestent. Allez. Ça rappelle un petit peu les gilets jaunes, je trouve. La tour, avec d'un côté donc le monde communiste, de l'autre côté le monde chrétien qui ont l'air de s'écrouler. Et puis ce magicien là, c'est quand même assez avec un signe de l'infini au-dessus, aveuglé. Et puis voilà, il fait sortir de sa machine que moi je pourrais interpréter comme des vaccins, des médicaments. Nous sommes fin 2016. Donald Trump venait d'être élu président. Que pensez-vous de ça? C'est intriguant, mais attendez, ça va aller crescendo. Ce n'était qu'une mise en bouche. Voici la couverture pour la fin de l'année 2018 The Economist. Les pronostics en 2020. Vous voyez? Donc c'était l'année rétrospective 500 ans de Leonardo da Vinci, donc un dessin à Leonardo da Vinci avec des écritures à l'envers. Alors par exemple ici c'est marqué The Ultimate et The New Horizon of Ultimate Thule. Donc je ne sais pas si ça fait référence à un observatoire astronomique qui serait placé à Thule. Thule, c'est dans le Groenland. Vous avez un portrait de Trump, vous avez un portrait de Poutine, vous avez au milieu un panda qui pourrait donc symboliser la Chine et le président chinois. Vous avez facial recognition, reconnaissance faciale, d'accord. Vous avez un petit Pinocchio qui a bien la tête, je trouve, d'Emmanuel Macron. Peut-être un Renoir, là. Ici, les 4 cavaliers de l'Apocalypse qui se retrouvent. Une grue qui porte un paquet avec un code barre. Vous savez, pas une grue, une... vous savez, je retrouve plus mes mots en français des fois. Donc c'est censé livrer un bébé, une cigogne, mais bon, avec un code barre. Les voitures électriques, aussi un portable avec une espèce de ce qu'on appelle un code QR, donc à 2 dimensions. Notre homme de Vinci a une lunette pour la réalité augmentée, vous voyez, réalité augmentée, vision 3D, donc c'est plutôt diminué pour moi, c'est abstrait tout ça. Du cannabis, ici il porte une marque de 10 €. Là on a Putin's Pipelines, je le lis puisque je suis derrière, Britain Beyond Brexit, donc voilà, c'était justement l'année du Brexit. Là vous avez le portrait de Angelina Jolie, donc Mona Angelina,
Et un vote, donc pour les pays en question, c'est je crois l'Afrique du Sud et puis je ne sais pas si c'est la France ou un autre pays, en tout cas tricolore. Là, je ne sais pas trop. Là, vous avez une balance avec des humains et là, vous avez quoi? Un pangolin. Nous sommes fin 2018. Vous avez bien vu sur la revue The Economist, vous voyez un pangolin qui est annoncé parmi les événements les plus marquants de l'année. Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Comment l'artiste qui a fait cette revue, fin 2018, savait-il que fin 2019, on aurait une pandémie mondiale qui allait s'annoncer, notamment 2020, avec comme responsable un soi-disant pangolin. Vous voyez où je veux en venir? Voici la revue, la couverture de la revue Les Économistes pour l'année 2020. The World in 2020. Trump. Alors c'est une écriture un peu, voilà. Et moi je suis habitué parce que ça c'est pas nouveau, hein, ce genre d'écriture. C'était déjà fait au Moyen-Âge, et même chez les Romains d'ailleurs. Brexit. AI. Artificial Intelligence. Tokyo. Ça fait référence au sommet de Tokyo. Voilà. Mars. Climate. Et après, ça devient un petit peu plus difficile à comprendre. Mais on peut ici avoir un XI. Et puis, on a ici recession. Récession. D'accord? Modi. Expose. Mode d'exposition. Après, vous avez un certain nombre de consonnes que j'arrive pas moi-même, ça doit être un acronyme, à déchiffrer. Donc peut-être que des gens qui pourront peut-être se pencher là-dessus. DGSP. Ok. Voilà. DGS, Deutsche Gesellschaft, un truc comme ça, les bons allemands. Bond. Bonds. Les bons du trésor allemand ou quelque chose comme ça peut-être. Et puis vous avez Beethoven. Beethoven. Vision. Vision au pluriel peut-être. Visions. Biodiversity. Diversité biologique. Tyranne. Tyran. Et après vous avez TNPT. War. Ou Warren. Peut-être Warren. Puisque vous reprenez ici. Et ensuite, vous avez Raphaël, Nightingale, Rossignol, Russia. Voilà. Donc, vous avez un certain nombre d'informations qui sont données ici aussi. Vous comprenez? Ces choses-là sont extrêmement préoccupantes. Je reprends ici le portrait de Trump avec en fait un Orbus impérial, un aigle, donc il est représenté comme s'il était l'empereur du monde. Je ne sais pas ce que signifie tout cela. Mais moi, ce qui m'intrigue beaucoup, je vous l'avoue, hein, c'est qu'une revue aussi importante que The Economist fasse publier ce genre de choses. En fin 2018. C'est-à-dire que
J'interprète ça à ma façon. Donc là, je suis dans la théorie du complot. Pour les personnes qui sont averties, à partir du moment où on vous montre un pangolin, c'est une espèce de clin d'œil et on vous dit, vous comprenez, quand vous verrez que ce symbole sera utilisé pour quelque chose, vous saurez qu'on est derrière. Vous saurez que c'est à dessein. Je ne peux pas prouver ce que je suis en train d'avancer, bien entendu. Mais ce sont des éléments, comme dans le cas de l'assassinat d'Henri IV, comme dans le cas de l'enquête contre l'assassinat de JFK, sur l'assassinat de JFK. J'ai le livre de Tim Berners sur les CIA. Il y a un type qui s'appelait Shackleton qui a enquêté à la CIA sur l'assassinat de JFK. Lui, il était parti dans la thèse complotiste des communistes, et notamment des castristes. Il est allé enquêter, à Cuba, etc. Il a essayé d'interroger des communistes, etc. Il n'a jamais trouvé une once de preuve. Il en est devenu fou. Il en est devenu dingue, ce fameux Shackleton, qui était donc un membre assez important de la CIA à l'époque. Donc voilà, mais ça ne veut pas dire, vous voyez, lui il était sur une théorie du complot par rapport à l'assassinat de JFK. Et c'était quelqu'un qui était commandité par la CIA, un organisme d'État. On ne parle pas de personnes loufoques qui sont en train d'inventer sur un site internet, je ne sais pas quoi. On parle de personnes officielles. Il n'a pas trouvé les preuves qui auraient alimenté sa thèse à lui, mais en tout cas, il y croyait dur comme fer. Donc, même si la CIA avait des doutes à l'égard de l'assassinat de JFK, imaginez le citoyen lambda. Est-ce qu'on est en mesure, en tant que citoyen lambda, de se poser des questions et d'avoir des doutes à l'égard de cette pandémie, où qu'on nous agite comme un épouvantail depuis des mois, où on nous menace de confinement, où on nous impose le port du masque partout, un peu partout, où on est en train de nous parler d'un vaccin qui va arriver. Là, je viens d'avoir appris que la firme AstraZeneca est en train de stopper les tests sur son vaccin parce qu'ils ont beaucoup trop, et c'est ce que j'avais prédit dans une autre vidéo, ils ont beaucoup trop d'effets indésirables. Et ça commence à se voir et ça commence à puer. Donc, ils sont obligés pour l'instant de suspendre les tests sur le vaccin. Il va falloir attendre justement l'évaluation par une commission indépendante. Enfin, indépendante. Hein. On va voir, mais c'est ce que j'avais prédit. Vous ne pouvez pas mettre sur le marché un vaccin en plus avec une technique complètement innovative, c'est-à-dire avec des ARN donc, qui vont modifier vos propres gènes sans passer par des batteries de tests qui sont, pour que ce soit homologué, pour garantir de l'innocuité de ce vaccin. Ça me semble complètement logique et les programmes qui veulent accélérer ces vaccins en 18 mois ou moins, c'est de la folie pure. On n'a jamais fait ça, on n'a jamais mis sur le marché un vaccin avant 5 ans. 5 ans, c'est le record, c'est la période d'essai la plus courte. Et à mon avis, je pense que d'ici 5 ans, votre SARS-CoV-2, il aura muté, et il sera oublié, il y aura d'autres maladies qui seront apparues depuis, et de toute façon, ça ne sera plus une actualité du tout. On voit bien que ce virus est en train de tuer de moins en moins. Ce qu'avaient avancé les professeurs italiens déjà il y a plusieurs mois se confirme maintenant par l'équipe de Marseille, par l'équipe du professeur Raoult, qui confirme des mutations. Et je suppose que ces mutations sur le coronavirus, SARS-CoV-2, vont être confirmées par d'autres laboratoires à l'avenir, d'ici les prochaines semaines. Et les mutations signifient qu'en fait, le virus ne se réplique plus tellement bien et qu'il perd de sa virulence. Voilà. On va finir par faire
une tempête dans un verre d'eau, imposer le port du masque à tout le monde dans les écoles, torturer nos enfants avec ça, c'est incroyable. Et surtout, hein, pensez bien à ça. Pensez bien à ça. À ces revues qui sont lues par les spécialistes de la question économique et financière. Pensez aux conséquences que tout ce lockdown, tout cet arrêt de l'économie en 2020 a eu sur notre économie, avec les conséquences économiques et sociales, du chômage partiel ou dur pour des millions de personnes, des boîtes qui vont certainement va arriver la période des bilans, des boîtes qui vont fermer les unes après les autres, une économie qui va être complètement chamboulée. Le titre du prochain sommet 2020 du World Economic Forum Tokyo, The Great Reset, le grand effacement. Je ne l'invente pas. Hein. Faites marcher vos cellules grises. Réfléchissez à tout cela. Il serait peut-être temps de se réveiller. Bonjour chez vous.